Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Monsieur le ministre du Travail et du Dialogue social, Monsieur Sambassi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, l'élection, ou bien les élections de représentativité des centrales, des syndicats d'enseignants s'est tenue durant toute la semaine qui s'est écoulée. Aujourd'hui, on a eu les résultats. Le CELS pour l'élémentaire arrive en tête. Le SAEMS pour le secondaire arrive aussi en tête, suivi du QSEMS. Aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport au déroulement de ces élections? Je vous remercie pour cette question. Je voudrais d'abord saluer ceux qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Au plan de l'évaluation, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous avons accueilli les résultats. Pas les résultats en eux-mêmes, mais en tout cas que nous avons pu dire que le processus d'ensemble a été bien conduit et la synergie entre nos équipes, nous, ministère du Travail et celle du ministère de l'Éducation et de la Formation, cette synergie nous a permis d'aboutir à des résultats concluants. Et ce qui était plaisant dans l'affaire, c'est qu'à 10 heures pile, nous avions et le dépouillement et les résultats, et nous avons en fait montre d'innovation. En la matière, je voudrais saluer le rôle des enseignants. Nous avons construit le processus ensemble. Ils ont adhéré. Nous avons discuté très clairement. Le tout s'est fait dans la transparence. Et je puis dire qu'il y a là une belle leçon qui a été administrée. Et les enseignants sont dans leur rôle. Enseigner, madame, c'est essayer avec les moyens du jour de préparer à la société de demain. Qu'on l'ait fait de cette manière-là, sous ce rapport-ci, est assez innovant. Et je voudrais me féliciter en tout cas des résultats qui ont pu être obtenus. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est avec ces enseignants qui sont sortis du lot, ces syndicats d'enseignants, que le gouvernement va désormais discuter sur les doléances qui restent? Oui, nous étions en train de mesurer la représentativité syndicale. Près de 60 000 enseignants se sont prononcés. Ça veut dire plus d'un enseignant sur deux a porté son choix sur un certain nombre d'organisations syndicales. Au bout du processus, par rapport à la trentaine de syndicats qui étaient alignés au départ, 7 sont sortis du lot. Il va de soi que ces 7-là, pour une séquence temporelle déterminée, vont être autour de la table de négociation pour évidemment discuter des problèmes des enseignants. Table de négociation qu'il ne faut pas ramener au dialogue, parce que le dialogue social, il est davantage inclusif. Nous avons, disons, des dizaines de syndicats d'enseignants, mais autour de la table, pour négocier, nous aurons dorénavant ces porteurs de voix. Et ces enseignants ne parleront pas seulement pour ceux-là qui ont voté pour eux. Du point de vue du principe, ils parleront pour toute leur corporation. Alors déjà, d'emblée, on a entendu le CELS dire qu'ils vont, dans les prochains jours, appeler à une manifestation pour la satisfaction de leurs doléances. Est-ce qu'il reste encore des doléances pour les syndicats de l'élémentaire? Vous savez, madame, le propre de l'humain, c'est d'avoir des aspirations. Et quand les aspirations d'aujourd'hui sont satisfaites, demain, il va en éclore de nouvelles. Et c'est ça qui est le vecteur du progrès. Nous avons beaucoup fait en tant que pays, en tant que gouvernement l'année dernière pour le segment des enseignants. Des efforts tentaculaires ont été consentis par M. le Président de la République. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les aspirations sont satisfaites? Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est velléité a été satisfait? N'est-ce pas? Non, la réponse est que le propre de l'humain, c'est d'avoir des envies, des élans, une aspiration. Et nous comprenons parfaitement que c'est le lot finalement de l'homme que cette quête du meilleur. C'est un idéal vers lequel nous avançons, mais le propre des idéaux, c'est qu'on va vers eux, mais jamais on ne peut dire on a mis totalement la main sur eux. Donc qu'il y ait encore des aspirations, qu'il y ait encore des demandes, cela s'entend parfaitement, mais je crois que les enseignants mesurent ce qui a été fait pour eux, et nous espérons qu'ensemble, nous continuerons à faire marcher notre école, à faire fonctionner notre pays. Alors le vote s'est fait par voie électronique. Tous les enseignants ne sont pas bien sûr connectés. Il y a des enseignants qui sont au fin fond du Sénégal. Est-ce que vous avez tenu compte de tous ces paramètres? Parce qu'apparemment, ce que j'ai entendu tout à l'heure ou ce matin, il y a presque 20 000 enseignants qui n'ont pas pu voter. Je vous poserai la question de savoir combien de Sénégalais n'ont pas voté aux dernières échéances électorales
pour que vous ne rameniez pas la question de ceux-là qui n'auraient pas voté simplement à un fait de connectivité. Parce que tous les Sénégalais ne votent pas par voie électronique aussi. Oui, mais et ça, c'est l'innovation de cette année. Cette innovation, elle est majeure. Ouais. Mais je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que, en fait, quand on organise des scrutins, aussi bien chez nous qu'ailleurs, on n'a jamais vu, en fait, un vote à 100%, en tout cas pour certains votes significatifs. Nous avons eu 54% de participation, taux de participation. Nous avons eu plus d'un enseignant sur deux à avoir fait l'effort de voter. Cette innovation, elle est majeure, elle est importante. Elle nous a permis, d'abord, du point de vue de l'organisation, de minorer, disons, les pertes de temps. Vous êtes enseignante, vous pouvez voter de votre chambre, vous pouvez voter dans votre classe en profitant d'une récréation, vous pouvez voter au cœur de la nuit, vous pouvez voter à l'aube. Ce n'était pas ça quand nous votions de façon physique. Nous avons pu avoir des journées de vote qui duraient 24 heures, rigoureusement parlant, parce que nous n'étions pas circonscrits par le temps. Donc la journée ici s'entend de manière entière. Nous avons pu commencer le 6 mars, nous avons terminé ce matin, n'est-ce pas, le 13. Donc plus de temps encore pour voter. Nous avons pu avoir les résultats de manière immédiate. Et évidemment, nous avons pu réduire les charges parce qu'on a économisé du papier, on a économisé du temps perdu, on a minoré la fatigue des enseignants. Et il faut saluer les efforts qui ont été faits par notre pays pour avancer en matière de connectivité. Je pense qu'il ne faut pas que nous ayons le triomphe modeste. Oui, tout le monde n'est pas également connecté dans notre pays, mais notre pays a fait de grandes avancées dans cette direction-là, et il faut saluer l'existence. En tout cas, est-ce que vous n'avez pas malgré tout privé certains enseignants de vote? Absolument parce pas. Qu'ils n'étaient pas connectés. Absolument pas, non madame, même si je ne suis pas connecté ici et maintenant, je peux, en faisant un petit effort pour 5 minutes, pour 1 heure de temps, me connecter. Je vous assure que les enseignants ont voté. Ce taux-là, il est appréciable. 60 000 enseignants, c'est plus la moitié des enseignants qui ont voté. Je crois que ce taux-là, il est absolument appréciable. Maintenant, j'entends bien qu'on me dise que quelqu'un qui n'a pas voulu voter n'est pas voté. Mais je crois qu'il faut quand même être juste par rapport à ce que nous avons pu faire grâce à la synergie, disons, des intelligences et la conjugaison des forces entre les équipes ministérielles, mais également avec les enseignants. Beaucoup d'enseignants ont pu dire quelle était leur préférence. Alors maintenant, après tout ça, ce sera quoi la suite? Mais la suite, c'est que d'abord, nous avons une petite période de recours, quelques 5 jours. Mais au-delà de ça, nous avons une proclamation des résultats. Nous connaissons les syndicats les plus représentatifs. Ils vont être les porte-étendards des autres enseignants. Et nous allons avoir une table de négociation autour de laquelle il va y avoir, évidemment, il y a eu un renouvellement, disons, de la confiance des enseignants. Ce qui va se passer, c'est que nous allons continuer à discuter de notre école, c'est-à-dire continuer à discuter de notre pays, prendre les solutions les meilleures pour aller de l'avant. Je rappelle que ces élections-là n'ont pas leur fin en soi. On est porté à des responsabilités pour agir dans le bon sens. Je crois que, en tout cas, nous avons eu une belle conjugaison des efforts. Quand je dis cela, je parle du gouvernement, je parle des enseignants, et je crois que la volonté est là de continuer à travailler au service de notre pays. Qu'est-ce qui reste des négociations entre vous et les enseignants? Qu'est-ce qui reste de négociations? Beaucoup a été fait. Qu'est-ce qui reste de négociations? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a encore des demandes. Ce qui reste de négociations, c'est de mettre sur la table ces demandes-là et de voir comment les prendre en charge de manière rationnelle. Est-ce que vous les avez échelonnés? Quand est-ce que vous allez redémarrer les négociations avec les enseignants? Dire est-ce qu'on a redémarré, c'est supposer qu'on avait arrêté. Vous n'avez pas arrêté? Nous n'avons pas arrêté, nous parlons tout le temps. Et je vous assure que ce processus-là, par exemple, disons, d'innovation du point de vue électoral, a demandé en fait beaucoup de rencontres, a demandé beaucoup d'échanges. Et c'est une équipe, la Commission électorale nationale, qui a pu conduire cette opération et la mener à terme. Le dialogue, il est constant. C'est un peu la veine dans laquelle le président de la République nous a inscrits, discuter avec les compatriotes, aller le plus loin possible, voyez ce qui peut se faire, mais ne pensez pas qu'il n'y a que ce segment-là, parce que c'est tout le pays qu'il faut prendre en même temps en charge. Et je crois que c'est bien instruit de tout cela que nous allons continuer à discuter avec les enseignants comme avec les autres travailleurs. Vous aurez perturbation cette année, c'est possible? Je salue le fait que jusqu'à présent, l'année scolaire continue à fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne suis pas lecteur dans une boule de cristal, mais je pense que les efforts qui ont été consentis, la volonté des uns et des autres devrait minorer les turbulences et que nous devrions avoir une année scolaire, des années scolaires d'ailleurs, apaisées au vu de l'énormité, de la massivité des efforts qui ont été consentis. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans aborder un peu les questions politiques qui secouent un peu
le pays. Vous avez entendu, il y a eu Askan Wi appelé à des manifestations, un giga meeting à partir de demain, mardi. Après, ce sera une manifestation. Et le jeudi, on a entendu Ousmane Sonko appeler ses partisans à venir l'accompagner au tribunal avec le procès contre Mame Mbaye Niang qui a porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation présumée. Aujourd'hui, tout le monde, quand même, le peuple, ou bien la peur s'est emparée quelque part du Sénégal, parce que des deux côtés, c'est un chien de faïence qui se parle. Quelle est votre lecture sur cette situation électrique politiquement chargée? La peur ne doit pas s'emparer des Sénégalais. Les Sénégalais sont des gens de raison. Ni vous ni moi ne pouvons imposer notre volonté à qui que ce soit. Ce qui peut nous permettre de vivre de manière civile, ce qui peut nous permettre d'avoir de l'urbanité, ce qui peut nous permettre de commercer, d'aller tranquillement et vaquer à nos occupations, c'est que nous acceptions tous d'être sous le couvert des lois. Madame, nous ne pouvons pas faire société si chacun d'entre nous pense être l'alpha et l'oméga de la vie. Je ne peux pas dire que tout ce qui se fait doit aller à ma convenance et à ma satisfaction pour que ça puisse marcher. Ça, nous le comprenons tous. Le reste maintenant est un effet de manche. J'ai confiance, n'est-ce pas, aux institutions de mon pays. Je sais qu'elles sont solides. Je crois que nous sommes nombreux à vouloir qu'elles soient solides parce que nous comprenons que l'essayer, c'est faire de sorte que la République s'affaisse. Quand la République s'affaisse, n'est-ce pas, s'affaissera, il y aura l'anomie, et l'anomie, c'est l'incurie et l'impossibilité de vivre de manière civile. Nous ne souhaitons pas cela, nous n'avons pas peur. Nous mesurons évidemment le poids des menaces, mais je crois qu'en genre de raison, nous saurons prendre les bonnes décisions, nous autres Sénégalais. Mais est-ce que les menaces devraient se répondre par des menaces? On a quand même entendu votre camp quand même accuser Yewwi de vouloir installer la guerre civile au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas trop dire quand même? Oh, c'est vous-même qui disiez tout à l'heure que les Sénégalais ont peur. Bien sûr, parce que certains propos quand même font peur. Voilà, vous dites certains propos font peur et vous me dites votre camp. Je voudrais dire que le camp qui est le mien, c'est le camp du Sénégal, c'est le camp des gens doués de raison, c'est le camp des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait un état de droit sur lequel tout le monde fonctionne. Et ça ne peut pas souffrir, en fait, disons, d'exception, ni pour vous, madame, ni pour moi. Et si nous avons, pour enclencher sur ça, réussi à faire de sorte que les opérations électorales qui sont le motif de votre invitation fonctionnent normalement, c'est que nous nous sommes mis dans un moule et nous avons accepté de marcher ensemble là-dedans. Et j'ai le plaisir de constater que les enseignants, tout ordre confondu, tous syndicats confondus ce matin, quand le verdict a été prononcé, en tout cas tous se sont retrouvés quelque part parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de vie sociale possible hors norme. Et je crois que s'il y a une menace, c'est cette menace-là qui consiste à penser qu'on est au-dessus des autres. Personne, je dis bien personne dans notre pays n'est au-dessus des lois et personne ne devrait pouvoir se prévaloir de cette volonté-là pour instaurer le chaos. Mais j'ai confiance, il n'y aura pas de chaos dans notre pays. Alors, quand on commence à parler quand même de judiciarisation de l'espace politique, vous avez suivi l'affaire Hadjibou Soumaré avec l'ancien Premier ministre du Sénégal qui a posé des questions et ça lui a valu quand même un contrôle judiciaire, inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Est-ce que quand même il fallait en arriver là, monsieur le ministre? Est-ce qu'il fallait en arriver là? Je voudrais dire qu'un homme politique, un homme public, à mon sens, vous me demandez mon sentiment, devrait être animé au-delà de l'éthique de conviction par l'éthique de responsabilité. Il y a des paroles qui sont lourdes de sens et méritent évidemment qu'on éclaircisse. Est-ce que c'est ça la judiciarisation, comme vous le dites? Je ne sais pas trop, mais je pense que nous autres hommes publics, qui sommes écoutés, qui avons le bénéfice d'être invités par vous, dont les voix portent et entrent dans les foyers et arrivent notamment aux plus jeunes parmi nous, nous avons un devoir de responsabilité. Ce qui a été dit est affligeant sous plusieurs rapports. Vous imaginez ce qui peut se passer dans notre cité si on peut distraire par milliards des francs de chez nous pour les donner à des gens qui ont plus que ce que nous avons et qui viendraient chez nous. Je crois que c'est suffisamment infamant pour que ce genre de propos ne soit développé que si on a l'assurance et la certitude de pouvoir les fonder en raison. Autrement, il ne faudrait pas qu'on verse dans ça. Madame, le moment est venu, me semble-t-il, de faire pour chacun d'entre nous une sorte de réflexion, ça veut dire ce mouvement de retour de notre propre esprit sur lui-même pour voir qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui ne doit pas se faire, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, qu'est-ce qui sied, qu'est-ce qui ne sied pas. Et en réalité, la quête du pouvoir ne doit pas autoriser certains écarts. Je crois qu'il faut que nous tous nous fassions montre d'élévation
pour que nous n'arrivions pas à des points de non-retour. Et ça, c'est de la responsabilité de tous. Je ne veux pas qu'on attrait qui que ce soit devant la justice, mais il ne faudrait pas, nous non plus, que nous fassions ce qu'il faut, parce que c'est peut-être la seule manière, finalement, de trancher les différends. Mais sauf que certains sont presque ébahis, parce que Alboubine Soumaré n'a fait que poser des questions. Est-ce que poser des questions est devenu quand même un délit au Sénégal? Je voudrais saluer votre urbanité. Je note que vous ne m'avez pas posé certaines questions, vous ne m'avez pas demandé si j'avais fait ceci ou cela en venant ici, des questions qui auraient pu m'embarrasser et me faire, faire de sorte que je vous réponde quelque part sèchement. Vous essayez de parler de manière courtoise, vous n'insinuez pas, vous ne formulez pas des questions qui enveloppent des réponses. Madame, nous ne voulons pas aller plus loin sur cette affaire-là, puisqu'elle est pendant devant la justice. Mais je crois que ce débat aurait pu être évité. Il aurait pu être évité. Pourquoi? Il n'aurait pas dû, en fait, être entretenu, puisque vraiment, il ne nous mène vers rien de bon. Et il faut faire très attention à ce que l'on insémine dans la conscience des gens. Ce n'est pas bon. C'est mon sentiment personnel. Et beaucoup pensent également qu'en direction de 2024, on parlait tout tantôt de la judiciarisation de l'espace public. On a quand même vu que des journalistes sont envoyés en prison, des activistes également. On a comme l'impression que la liberté d'expression est en train de prendre un sacré coup quand même ces derniers temps. Vous dites, on a l'impression. J'ai retenu de mes cours d'épistémologie que l'un des premiers obstacles épistémologiques, c'était ce sentiment premier. On a comme le sentiment, on a etc. Vous alignez des choses. Ben, je me réjouis de pouvoir venir tranquillement, répondre à votre invitation, de dire ce que je pense et de rentrer. Je me réjouis de pouvoir le faire et de voir que d'autres gens qui pensent différemment que moi le font. Le débat, il est vif. Chez nous, il existe. Nous pouvons en fait nous parler et c'est une bonne chose. Les libertés, elles sont respectées. Maintenant, peut-être qu'il y a une confusion qu'il faudrait lever. Est-ce que la liberté devrait être en fait sans borne? Si nous disions que la liberté devrait être sans borne, ça veut dire que tout devrait être permis à tout le monde et que rien ne devrait arriver à personne pour avoir dit quoi que ce soit, je risquerais de vous dire des choses qui vous déplaisent, madame. Et vous m'en diriez autant, et évidemment, ce serait l'anomie. La liberté ne peut prospérer et exister que s'il y a des digues, n'est-ce pas? Ces digues-là, il faut que nous les préservions. Et la première des digues, c'est cette élévation morale qui fait que je ne dirai pas certaines choses de Mme Binta Diallo, comme elle-même va s'empêcher de dire certaines choses de moi, y compris sous le mode d'une interrogation en fait assez fardée. Oui. Alors, l'APR a quand même choisi Macky Sall pour son candidat en 2024. Benno Bokk Yakaar va choisir quand son candidat? Est-ce que vous en avez discuté? Je ne suis qu'un membre de Benno Bokk Yakaar, je ne peux pas répondre au nom de tout le groupe. J'observe ce qui est en train de se passer. Nous sommes en réflexion et puisque vous m'en offrez l'opportunité, je ne vais pas bouder mon plaisir pour vous annoncer que le Parti de l'Indépendance et du Travail va vers son congrès. Il travaille de manière résolue et que les 29 et 30 avril 2023, nous allons tenir congrès pour choisir un candidat. Pour d'abord réfléchir sur l'état du monde, réfléchir sur l'état du pays, pour choisir des dirigeants à l'intérieur de notre propre parti. Madame, tous ceux qui vous diront qu'ils lèvent la main parce qu'ils veulent briguer le suffrage des Sénégalais et prendre le pouvoir, je vous recommanderais, si je le puis, de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pouvoir-là. Le tout n'est pas d'aller à la quête du pouvoir. La question fondamentale, c'est de savoir que faire avec le pouvoir que l'on brigue. Cette question-là, entre autres, nous allons nous la poser et le moment venu, vous aurez la réponse du PIT qui sera une réponse parmi d'autres dans le concert des réponses. Est-ce que le PIT songe quand même à avoir un candidat en 2024? Si je vous répondais en disant oui, vous me direz mais vous n'êtes pas conséquent. Vous dites que le congrès va se réunir. Le congrès sont des femmes et des hommes libres qui se réunissent pour délibérer. Pour avoir des indiscrétions, c'est des indiscrétions que je vous me demandez déjà d'arrêter disons, une réponse comme si j'étais tout le PIT. Voilà. C'est aussi une erreur que nous commettons. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes libres en quête de plus de liberté. C'est ensemble que nous construirons nos réponses. Qu'est-ce que le PIT va décider? Le PIT en parlera le moment venu. Mais est-ce que le PIT pense que Macky Sall a droit à un troisième mandat? Cette question-là, le PIT ne se la pose pas de cette manière-là. Vous entendrez nos réponses, n'est-ce pas? Le moment venu, vous pouvez en avoir l'assurance et la certitude. Lors du congrès, après le congrès,
Parce qu'il faut évaluer plusieurs choses, madame. Vous savez, la politique est une chose sérieuse. Ouais. Elle est une chose sérieuse qui commande beaucoup de circonspection parce que c'est une action grave qui a un retentissement sur le vécu de milliers, de millions de gens. On ne la fait pas de manière impulsive. Et il faut construire méthodiquement, patiemment. Nous sommes là-dedans avec d'autres camarades, aussi bien d'ailleurs du parti que de la gauche sénégalaise, que également nos alliés. Et depuis qu'on appelle quand même je sais pas, à la reconstitution de la gauche, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui tarde? Ça ne vient pas est assez rapide. Je ne sais pas si vous êtes informé de ce que d'existence la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Je ne sais pas si vous êtes informé de cet appel-là à la constitution de la gauche plurielle. Je ne sais pas si vous êtes informé de l'état d'évolution de cette question-là. Nous discutions pas plus tard que ce week-end-ci du besoin de gauche au Sénégal et nous typions et les écueils et évidemment les menaces. En fait, nous en avons parlé amplement. Nous sommes en train d'avancer, mais nous ne faisons pas de la politique spectacle. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit et c'est peut-être parce que nous ne faisons pas beaucoup de bruit que nous n'avons pas toujours l'avantage d'être conviés, n'est-ce pas, à certains scénarios, ce qui n'est pas très grave parce que ce qui est important, c'est l'effort d'organisation, c'est l'effort de réflexion, c'est l'élan, n'est-ce pas, de construction de notre pays et dans cette veine, nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Madame. Samba Sy, ministre du Travail et du Dialogue social. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.